À 23h17, Dar es Salaam s'est figé en exactement 7 minutes, un effondrement brutal où 90% du trafic disparut, comme si l'air lui-même s'était retiré. Ce choc disproportionné, 60 ans de stabilité balayés plus vite qu'une notification, dévoila une panne qui ressemblait moins à un accident qu'à une démonstration réglée à la seconde. Que révèle vraiment une coupure si courte et si totale pour un continent que suit attentivement Ibrahim Traoré, et pour ceux qui croient encore qu'un signal stable protège la vérité? Car quand la lumière cède ainsi, c'est la dignité qui se mesure dans l'obscurité. Ce récit promet de dévoiler comment d'une panne de 7 minutes, brièvement décrite comme incident technique, a révélé un système entier de contrôle numérique. Comprendre ce moment offre un cadre clair pour lire la fragilité du pouvoir connecté et aide à discerner ce que signifie réellement la liberté dans un continent où le signal n'est jamais neutre. Car derrière la rupture apparente, une question persiste. Si l'effacement peut survenir aussi vite, que reste-t-il pour protéger la voix de ceux qui dépendent du réseau pour exister publiquement? Le micro-hook s'impose alors, presque naturellement. Si une nation peut être effacée en 7 minutes, qui détient réellement l'interrupteur? Ce qui se joue ici dépasse la Tanzanie seule. Le blackout interroge la souveraineté des infrastructures, la capacité des gouvernements à maîtriser le récit et surtout la manière dont les citoyens réinventent leurs propres canaux lorsque les officiels se replient derrière des déclarations rassurantes. Dans un monde où une panne peut devenir un précédent, comprendre ces mécanismes devient déjà une forme de protection. Les premiers chiffres mirent immédiatement à nu la version officielle. 7 minutes exactement pour faire chuter 90% du trafic national, 30 fois plus vite qu'une panne sous-marine ordinaire et 42% de ralentissement supplémentaire dans les 24 heures suivantes. Puis vint la révélation la plus troublante. 17 serveurs gouvernementaux redémarrés simultanément en mode restreint, une configuration jamais observée auparavant. À partir de là, l'histoire bascula. L'incident, décrit comme un simple problème de câble, s'inscrivait dans une chronologie trop précise pour n'être qu'un hasard. Les journaux, le lendemain, répétèrent l'expression incident technique, mais les données circulant en coulisses pointaient un effondrement synchronisé, parfaitement aligné, minute par minute entre les différents opérateurs tanzaniens. Ce contraste entre discours et preuves donna au blackout l'allure d'un test grandeur nature. Un moment où l'État, volontairement ou non, révéla jusqu'où pouvait aller sa capacité à suspendre la parole publique. Dans les rues de Dar es Salaam, la population comprit très vite que la coupure dépassait la simple interruption de service. Des vidéos d'urnes renversées circulèrent en quelques instants via VPN avant d'être supprimées, puis réapparurent sous forme de captures d'écran venues de l'étranger, comme des braises numériques refusant de s'éteindre. Dans les campus, des étudiants levèrent des téléphones muets, constatant non seulement l'absence de connexion, mais l'absence de récit. Et lorsque le slogan Kimyasio Amani commença à apparaître à la craie sur les trottoirs, la panne prit la dimension d'un acte politique. Observant depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré vit dans cette nuit suspendue bien plus qu'un problème technique. Pour lui, la fragilité révélée n'était pas celle d'un pays, mais celle d'un modèle où la stabilité affichée pendant 60 ans masquait une dépendance totale à une infrastructure que personne ne contrôlait vraiment. Ce décalage entre apparence et réalité devint la clé de lecture du moment. Ce n'était plus seulement une panne, mais un révélateur. Au centre de cette nuit sans signal, une figure émergea presque malgré elle. Aïcha, 22 ans, étudiante à l'université de Dar es Salaam, dont le téléphone noirci devint le miroir d'une génération soudain privée de voix. Son dernier selfie, posté quelques minutes avant l'effondrement du réseau, portait une légende simple.
S'ils font taire le net, nous parlerons dans la rue. Ce message, anodin en apparence, circula d'abord par VPN, fut effacé, puis réapparut sur des serveurs étrangers, transformant Aïcha en témoin inattendu d'une nouvelle grammaire de résistance. Autour d'elle, les taxis klaxonnaient en cadence pour couvrir les tirs de gaz, les vendeurs tapaient sur des casseroles comme s'ils tentaient d'imprimer un rythme dans le chaos, et les étudiants formaient des lignes improvisées le long de la route de Morogoro. Chaque geste filmé furtivement devenait une preuve. Chaque nuage blanc engendrait une nouvelle vidéo. Dans cette ville réputée paisible, un mouvement prit forme sans leader attitré, construit par des mains anonymes qui refusaient de laisser la nuit avaler leur voix. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré suivait les images, attentif à ce langage d'ingéniosité et de courage qui semblait contourner chaque tentative d'étouffement. Il avait souvent rappelé que la dignité constituait la seule richesse réellement inaliénable du continent. Il la voyait ici, vivante, fragmentée, mais tenace. Ce rôle de guide involontaire, assumé par Aïcha et par ses milliers de citoyens improvisés, révéla quelque chose de neuf. Lorsque le réseau tombe, la société continue de trouver des chemins, et cette capacité à inventer, presque instantanément, redéfinit les premiers impacts du blackout. On peut alors se demander ce que cela implique. La résistance n'est toujours où l'on ne l'attend pas. La transition fut presque imperceptible. Avant 23h17, Dar es Salaam brillait encore sous les lampadaires du front de mer. Après 23h17, la ville entière glissa dans un silence numérique si dense qu'il semblait absorber la respiration des rues. Le déclencheur ne dura que 7 minutes. Puis tout devint irrémédiablement différent. L'activation du basculement survint alors. Au moment où les écrans se figèrent, les premiers signes d'étrangeté surgirent. Messages bloqués, appels impossibles, page blanche, puis absence totale de signal. Les serveurs diplomatiques basculèrent en maintenance tandis que les ministères publiaient des communiqués contradictoires, certains évoquant un incident d'extérieur, d'autres des vérifications techniques. Dans les bureaux de vote de Kimar et d'Obongo, les urnes furent renversées, captées quelques secondes par des caméras de fortune avant que les vidéos ne disparaissent. Les quartiers commencèrent à s'agiter, guidés par des fragments de rumeurs et des captures d'écran surgies d'on ne sait où. Un vide se creusa. Il avala d'abord la version officielle, puis la confiance. Le point culminant apparut. Au palais présidentiel de Dodoma, les rideaux demeuraient tirés, la télévision nationale diffusait des images d'enfants souriants et le ministère de la Défense parlait d'attaques étrangères. Dans le même temps, un convoi de SUV noirs franchit la porte sud du palais à 2 heures du matin, transportant stratèges, ministres et chefs de sécurité. Leur rapport, marqué top secret, débutait par une phrase glaçante: situation incontrôlable. À l'extérieur, les rues répondaient autrement. Les taxis posaient un barrage sonore. Les vendeurs frappaient des casseroles. Les étudiants réinventaient des lignes de communication en reliant des ordinateurs portables par des clés USB, transformant un dortoir en centre nerveux improvisé. 3 ingénieurs au chômage montèrent un VPN artisanal, reliant la capitale à Nairobi en moins de 2 heures. Les images censurées revinrent, circulant par des réseaux tenaces que personne ne semblait en mesure de suivre. Dans cette collision entre contrôle et débrouillardise, une question émergea, suspendue. Si le blackout était un test, qui était réellement en train de noter l'Afrique? Les répercussions se firent sentir. À mesure que la nuit avançait, les contradictions s'accumulaient, les ministères parlaient d'ordre, les rues répondaient par le bruit. Dans certains quartiers, seulement 3 heures d'accès par jour subsistaient, tandis que les zones diplomatiques en conservaient 9. Cette inégalité fit basculer la panne dans une nouvelle dimension.
Elle révéla une fracture sociale numérique que personne n'avait vraiment nommée. Et à Dar es Salaam, les slogans à la craie, Kimia, Sio, Amani devinrent un langage commun. Chaque trace sur les trottoirs témoignait de quelque chose qui échappait désormais à la gestion de crise. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré observait ce glissement en direct, comprenant que la Tanzanie ne vivait pas seulement une coupure, mais un affrontement silencieux entre récits officiels et réalité vécue. Le pays semblait osciller entre deux vérités, celle que l'on écrivait dans les communiqués et celle que l'on chuchotait dans les rues. Ce fut ce moment précis, cette collision entre apparence et preuve, qui transforma le blackout en événement continental. La courbe de la panne racontait une histoire bien plus nette que les communiqués. Une chute de 90% du trafic en 7 minutes, un effondrement d'une brutalité rarement observée dans les incidents réellement accidentels. Ce premier chiffre marquait la baseline. Puis la seconde vague apparut, un ralentissement supplémentaire de 42% dans les 24 heures suivantes. Enfin, un troisième élément compléta le tableau. 17 serveurs gouvernementaux redémarraient simultanément en mode restreint, comme s'ils avaient été ajustés à partir d'un même interrupteur invisible. Le premier indicateur, 90% en 7 minutes, révélait une synchronisation trop parfaite pour qu'un simple câble endommagé en soit la cause. Cette vitesse inhabituelle indique une action centralisée opérée en un point névralgique unique. Le second chiffre, 42% de ralentissement résiduel, montrait qu'après le retour apparent du signal, le réseau demeurait étrangement bridé. Ce décalage suggère une limitation volontaire destinée à empêcher le flot d'images et de témoignages. Le troisième indice, 17 serveurs limités simultanément, s'écartaient radicalement des protocoles usuels en cas d'anomalie technique. Cette configuration cohérente implique une intention structurée plutôt qu'une réaction improvisée. À partir de ces trois mesures, un autre paysage se dessina. Les ingénieurs interrogés anonymement parlèrent d'un effondrement sans cause mécanique identifiée, un événement dont la simultanéité défiait les scénarios de défaillance naturelle. Pour plusieurs d'entre eux, la panne ressemblait à un reset de confiance, une sorte de test grandeur nature destiné à mesurer jusqu'où une population accepterait le silence avant de réagir. Dans les rues, ce test prit une forme inattendue, celle d'un réseau humain plus résilient que prévu, capable de substituer l'ingéniosité au signal absent. Les chiffres mis bout à bout répondaient enfin à la question ouverte dans la section précédente. Si le blackout était un test, qui notait réellement l'Afrique? La réponse paradoxale surgit du croisement des données. Personne ne notait le continent. C'était le continent qui se révélait à lui-même. Dans cet affrontement entre contrôle et réaction, les pourcentages devenaient des marqueurs de conscience plutôt que de simple connectivité. Ce glissement donna une portée nouvelle aux actes dispersés de la jeunesse tanzanienne. Chaque point de données correspondait à un fragment de résistance. Les trois ingénieurs créant un VPN artisanal, les taxis improvisant des barrages sonores, les étudiants reliant des ordinateurs en réseau maillé. Le technique et l'humain se reflétaient mutuellement. La panne, censée effacer le bruit, devient le catalyseur de nouvelles voix. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré interprétait les chiffres comme on lit une carte politique. Pour lui, l'effondrement simultané révélait moins la faiblesse des infrastructures que la puissance naissante d'une jeunesse capable de contourner instantanément les récits imposés. Il y voyait la preuve qu'un silence forcé ne produit jamais le calme qu'il prétend instaurer. Il crée des routes parallèles, imprévisibles, que les pourcentages ne font qu'esquisser. Les données, loin de clore. Le débat marquait ainsi le début d'un basculement.
celui où la vérité cesse de dépendre du signal pour se loger dans les gestes de ceux qui refusent d'être effacés. Les défenseurs du gouvernement tanzanien avancèrent d'abord un argument central. La stabilité de 60 années ne pouvait être fragilisée par une opération interne. Pour eux, seule une cyberattaque extérieure pouvait expliquer une coupure aussi brutale, touchant simultanément les opérateurs, les infrastructures publiques et les serveurs diplomatiques. Il rappelait que des puissances étrangères avaient tout intérêt à déstabiliser un pays souvent présenté comme modèle régional. Ils insistaient aussi sur le rôle des investissements internationaux, sur la nécessité de préserver un climat propice aux partenaires et sur le risque qu'une panique numérique génère une perte de confiance durable. Dans cette logique, la réponse devait être ferme. Contrôler le récit pour empêcher la propagation du chaos. Les partisans du mouvement UAZ construisirent, eux, un plaidoyer tout aussi cohérent. Ils affirmaient que la chute de 90% du trafic en 7 minutes ne correspondait à aucun schéma connu d'attaque étrangère. Les vidéos d'Aïcha, les slogans Kimya Sio Amani, les images d'urnes renversées et la multiplication des VPN improvisés devenaient des preuves indirectes d'un malaise intérieur, non d'une ingérence extérieure. Il rappelait que les coupures sélectives, 3 heures d'accès dans les quartiers pauvres contre 9 dans les zones diplomatiques, n'avaient aucun intérêt stratégique pour un acteur étranger, mais beaucoup pour un pouvoir cherchant à contrôler les flux d'informations. Pour eux, la transparence n'était pas une menace. Elle constituait une protection. À ce stade, les deux visions semblaient irréconciliables. L'une invoquait la continuité historique, la prudence et la raison d'État. L'autre s'appuyait sur les données de NetBlocks, sur les gestes de la jeunesse et sur la conviction que le silence imposé ne garantit jamais la stabilité promise. Ce choc n'exigeait pourtant pas de choisir un camp. La lecture la plus robuste venait des faits eux-mêmes. La synchronisation parfaite de la panne, la limitation prolongée du réseau et le redémarrage simultané de 17 serveurs. Ces éléments, observés sans passion, suggéraient un scénario bien plus simple que les hypothèses extrêmes. Le blackout n'avait peut-être cherché ni à punir ni à protéger. Il avait révélé avant tout la fragilité d'un système qui croyait pouvoir contrôler la parole sans provoquer l'apparition de nouvelles voix. Le silence produit des échappées. Cette idée, longtemps théorique, prit forme le lendemain du blackout, lorsque la ville sembla retrouver son calme tandis que, sous la surface, un réseau parallèle se mettait à respirer. Un maillage né des mains d'étudiants, de chauffeurs, de journalistes, circulant par clés USB, radios improvisées et serveurs dissimulés dans des dortoirs. Les chansons portaient un refrain répété à voix basse. La vérité respire même dans le noir. Et les fichiers s'échangeaient comme des éclats de lumière dans un paysage encore fumant. Ce renversement au cœur du récit fit glisser la panne d'une simple crise technique vers une mutation sociale. Les citoyens découvrent qu'ils peuvent transmettre l'information sans réseau officiel. Les institutions réalisent que le contrôle du signal n'est plus le contrôle de la parole. Les rues deviennent l'équivalent d'un cloud humain, patient, imprévisible, impossible à verrouiller. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré perçut cette bascule comme le véritable point de non-retour. Si une communauté parvient à reconstruire un écosystème de vérité dans le noir, elle peut aussi en inventer un lorsque les lumières reviennent. Cette révélation, discrète mais décisive, transforma le blackout de Dar es Salaam en phénomène continental. Les premières répercussions touchèrent les quartiers populaires, où l'accès au réseau ne dépassait plus 3 heures par jour, contre 9 dans les zones diplomatiques. Pour les habitants, cette asymétrie rendait visible une fracture numérique que personne n'avait voulu nommer jusque-là.
Les marchés, les bus et les églises se transformèrent en lieux de discussion, relayant les informations oralement comme si l'ancien journalisme de rue renaissait par nécessité. Dans ces espaces, la panne n'était plus une absence, elle devenait un lien. Pour les citoyens ordinaires, les slogans tracés à la craie, Kimia, Sio, Amani, se transformèrent en boussole. Chaque ligne écrite sur un trottoir composait un fragment d'un récit collectif refusant d'être effacé. Les vidéos d'Aïcha, enregistrées en secret, circulaient par clé USB prouvant que la vérité pouvait survivre sans signal. La population apprit ainsi à reconstituer la chaîne de l'information avec ses propres moyens. Les entreprises, elles, subirent des secousses beaucoup plus abruptes. Les transactions mobiles chutèrent de 38% en 3 jours et les services de transfert d'argent enregistrèrent une baisse de 60%, révélant la dépendance excessive à des infrastructures souvent contrôlées de l'extérieur. Cette fragilité produisit un effet inattendu. Des startups locales commencèrent à proposer des solutions hybrides, chiffrées, régionales, capables de fonctionner durant les coupures. Pour plusieurs entrepreneurs, la panne devint moins une crise qu'un diagnostic brutal. L'économie ne pouvait prospérer si chaque incident technique menaçait la confiance des usagers. Les institutions, quant à elles, se retrouvèrent prises dans un paradoxe. Les bureaux officiels tentaient de rédiger des versions maîtrisées des événements, mais les données des opérateurs montraient un effondrement synchronisé difficile à justifier. Le palais présidentiel de Dodoma resta dans un calme artificiel, tandis que la présidente Samia Suluhu Hassan naviguait entre discours d'ordre et gestion de crise. Dans les ministères, certains estimaient que la coupure devait être expliquée, d'autres poussaient à un silence complet pour éviter un emballement politique. Au niveau régional, le blackout produisit une onde de choc bien plus large. Les hashtags tanzaniens fusionnèrent avec ceux venus du Sahel, transformant la panne en conversation continentale. À Lusaka, des juristes citèrent l'exemple d'USD dans un projet de loi sur la liberté numérique. À Lagos, des musiciens gravèrent sur leur pochette la phrase «La vérité ne se débranche pas», faisant du mouvement un motif artistique partagé. Les diplomates occidentaux parlèrent de contagion, mais les jeunes Africains y voyaient surtout une connexion nouvelle, née de la vulnérabilité commune. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré suivait ces répercussions avec attention, comprenant que le blackout ne concernait plus la seule Tanzanie. Il révélait le besoin croissant de souveraineté numérique, non comme un slogan politique, mais comme une condition d'existence civique. En refermant ainsi la question ouverte au midpoint, qui parle quand tout s'éteint, les faits donnaient une réponse nette. La parole renaît là où l'on tente de la retirer. Dans les mois qui suivraient, 3 trajectoires plausibles se dessinent pour la Tanzanie et, par ricochet, pour l'Afrique connectée qui observe cet épisode comme un avant-goût de ses propres dilemmes numériques. Dans un scénario de base, si le gouvernement maintient sa ligne actuelle, alors est-il le récit officiel continuera de primer sur les signaux techniques. Dans ce cas, l'infrastructure pourrait être rétablie progressivement, mais sous une surveillance renforcée, avec des plateformes étrangères appelées à collaborer davantage. L'économie finirait sans doute par se redresser, quoique lentement, portée par l'habitude des usagers plutôt que par un regain de confiance. Le calme reviendrait, mais un calme conditionné, où chaque coupure rappellerait la fragilité sous-jacente. Dans un scénario optimiste, si la pression régionale s'intensifie et que l'Union africaine poursuit son dialogue discret, alors un cadre de souveraineté numérique partagée et pourrait émerger. Les jeunes ingénieurs du mouvement UAZ y joueraient un rôle technique et moral, contribuant à des infrastructures plus résilientes et à une gouvernance plus transparente. Les universités se transformeraient en laboratoires civiques reliant
liberté d'expression et développement économique. Dans cette perspective, le pays ne redeviendrait pas simplement stable, il réinventerait sa relation entre État et citoyens. Dans un scénario pessimiste, si les élites paniquent et resserrent davantage le contrôle, alors la Tanzanie pourrait s'isoler rapidement. Les investisseurs se retireraient et les talents migreraient vers Nairobi, Lagos ou Accra. Le réseau se morcellerait en zones cloisonnées, chaque région bricolant ses propres circuits de communication. Cette fragmentation ne protégerait pas l'État. Elle accélérerait la création de micro-réseaux indomptables. Dans ce scénario, le pouvoir parlerait seul et le peuple cesserait d'écouter. À travers ces trois voies, un point commun apparaît. Si l'on coupe la voie, alors le message trouve un autre chemin. Cette dynamique rappelle que la question centrale n'est pas de savoir quelle route la Tanzanie prendra, mais comment chaque société choisit de protéger ce qui circule lorsqu'on tamise la lumière. Pour les étudiants et les créateurs, le blackout révéla quelque chose de brutal. Leur quotidien dépendait d'un réseau qui pouvait disparaître en un souffle. Les ateliers clandestins de codage, les chaînes de clés USB et les chants échangés à voix basse firent comprendre que la créativité n'avait jamais été entièrement numérique. La jeunesse tanzanienne découvrit qu'elle pouvait produire, diffuser et protéger ses messages, même lorsque les plateformes ne se taisaient, et cette prise de conscience résonna bien au-delà des campus. Pour les entrepreneurs, les ingénieurs et les travailleurs indépendants, la panne prit la forme d'une leçon directe. La chute de 38% des transactions mobiles en 3 jours révéla une dépendance qui fragilisait l'ensemble de leur écosystème. Dans cette vulnérabilité surgit pourtant une opportunité, celle d'imaginer des outils plus sûrs, plus locaux, plus adaptés à des contextes où la connexion n'est jamais garantie. Le mouvement UAZ montra que les solutions peuvent naître de l'urgence autant que de l'investissement. Pour les enseignants, les fonctionnaires et les parents, les événements de Dar es Salaam soulevèrent une interrogation plus intime. Comment transmettre la vérité lorsque les canaux officiels vacillent? Les marchés redevenus lieux d'échange, les assemblées improvisées dans les églises et les bus transformés en salles de nouvelles prouvèrent que l'information pouvait redevenir humaine. Cette dimension redonna un sens concret à la responsabilité collective, veiller les uns sur les autres lorsque les écrans s'éteignent. Face à ces trois réalités, deux gestes simples émergent. Prendre l'habitude de conserver hors ligne ce qui compte et partager une information essentielle avec une personne de confiance lorsque les signaux faiblissent. Ces gestes, modestes mais solides, constituent déjà une forme de résilience. Un plan en 5 étapes émergea peu à peu du mouvement UAZ, porté par des étudiants en exil, des universitaires, des juristes et des ingénieurs qui transformèrent l'urgence en méthode. Il ne promettait ni stabilité immédiate ni prospérité rapide, mais un horizon commun assez clair pour guider un continent souvent contraint de réagir dans l'obscurité. Première étape, construire des réseaux maillés communautaires. Les campus, les quartiers et les radios locales peuvent créer des points de relais capables de fonctionner même lors d'une panne totale. On mesure ce progrès par la continuité minimale de circulation d'un message essentiel entre deux zones. Deuxième étape, créer un observatoire des coupures et abus numériques. Universitaires, avocats et ingénieurs documentent chaque blackout, vérifient les causes déclarées, publient des rapports trimestriels. L'indicateur clé devient la transparence. Nombre de coupures expliquées, nombre de données accessibles. Troisième étape, harmoniser les lois au niveau régional. Les pays du Sahel, de la Corne de l'Afrique et du Golfe de Guinée partagent leurs incidents, comparent leurs législations et construisent un cadre de souveraineté numérique. Le succès se mesure par l'adoption d'un standard commun de protection des citoyens. Quatrième étape, intégrer une éducation citoyenne numérique.
Les écoles et universités enseignent la gestion de données, les risques de censure et la sécurité de l'information. La progression se voit à travers la capacité des jeunes à sécuriser un message sans plateforme centrale. Cinquième étape, ancrer une éthique continentale de la technologie. Comme le rappelle souvent Ibrahim Traoré, la technologie sans âme n'est qu'une dépendance de plus. Cette idée devient un repère, non pour moraliser, mais pour donner à chaque innovation un sens partagé. En répondant ainsi à la question ouverte en plus tôt dans le récit, que faire lorsque le silence revient frapper? Le plan propose une voie où la préparation compte autant que la connexion. La flamme d'Aïcha, posée chaque nuit sur les marches de l'université, devint peu à peu un rituel silencieux. Elle n'avait ni slogan ni bannière, seulement la lumière ténue d'un souvenir qui refusait de s'éteindre. Les étudiants passaient, certains s'arrêtaient, d'autres murmuraient une prière avant de poursuivre leur chemin, comme si cette lueur fragile rassemblait toutes les voix que le blackout avait tenté d'effacer. Les vidéos clandestines montrant cette simple bougie traversèrent le continent, relayées par des réseaux officieux qui avaient appris à respirer dans le noir. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré regardait ces images avec une retenue attentive, y retrouvant l'écho de ses propres appels à la dignité. Il ne voyait dans cette scène ni héroïsme forcé ni geste théâtral, mais la preuve qu'une génération entière savait transformer la peur en persistance. Entre Dar es Salaam et le Sahel, un fil invisible semblait relier ceux qui choisissaient de veiller plutôt que de se taire, et ce fil n'était pas fait de câbles, il était fait de mémoire. Dans ce halo minuscule, un enseignement s'imposait aussi simple que ferme. Une petite lumière peut renverser toute une nuit. Le calme revenu à Dar es Salaam n'a plus la texture de celui d'hier. Sous la surface, une respiration différente persiste, faite d'échanges murmurés, de traces de craie effacées trop vite et de réseaux humains qui ont appris à ne plus dépendre entièrement des câbles. La jeunesse tanzanienne ne réclame ni rupture ni confrontation. Elle réclame l'attention. Chaque connexion retrouvée devient alors une invitation à repenser notre manière de raconter, de vérifier, de partager ce qui nous relie. Dans ce récit, personne n'est observateur passif. Les marchés, les universités, les taxis, les foyers, tous ont participé à la transformation d'une panne en conversation collective. C'est dans cette continuité que s'inscrit l'appel le plus discret, maintenir le dialogue, non pour juger, mais pour comprendre ce que signifie protéger une voix lorsque la lumière vacille. Si vous avez vécu un blackout, une censure ou un moment où le silence semblait peser plus que l'information, votre expérience peut éclairer celle des autres. Chacun porte une étincelle de ce long fil invisible qui relie les consciences. Alors, quand l'écran se tait, quelle lumière choisissez-vous d'allumer?